Je me suis lié d'amitié avec un de mes profs de stats et proba. On a co-créé ensemble un algorithme prédictif qui a allié le football avec les mathématiques. Le pire ennemi du parieur, c'est ses émotions. Le mieux, c'est d'avoir une approche purement mathématique et chiffrée. Ce qu'on vend, nous, c'est pas une boule de cristal, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Il est préférable d'avoir une gestion de bankroll vraiment minutieuse. Salut à tous, je suis Yohan Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma question préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation et un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut Paul. Salut Yohan, merci pour l'invitation. De rien, on va commencer par une digression. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on va dire la vérité, c'est le premier épisode qu'on tourne d'une série de 12. Et je te remercie parce que hier soir, je t'ai entendu dans un des podcasts les plus écoutés, je crois qu'il est podium en termes d'écoute de podcast, qui est l'Afterfoot. Donc merci de t'être libéré, de pouvoir un petit peu discuter avec nous de ce que tu as créé, c'est-à-dire un algorithme qui permet d'optimiser ses paris sportifs. Et donc, dans ma première question, va être banale mais importante. Peux-tu te présenter et nous parler un petit peu de la genèse de l'algo de Polo ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais peut-être commencer par tout recontextualiser pour que tu puisses t'imprégner Avec du plaisir. projet et comprendre mieux ça. Si tu veux, l'algo de Polo est né indirectement en 2016, lorsque moi-même j'étais étudiant dans le sud de la France en mathématiques. Okay. En fait, comme plein d'étudiants, pendant ma deuxième année d'études, j'ai dû trouver un moyen de financer ma scolarité. Et cette même année, par chance, on va dire, je me suis lié d'amitié avec un de mes profs, qui était prof de stats et proba. Okay. Et pendant 9 mois, il a participé et on a co-créé ensemble un algorithme prédictif qui a allié ma passion, qui était le football, avec mes compétences et surtout les siennes, donc les mathématiques. Et à l'issue de ces 9 mois de recherche, lorsqu'on avait atteint des résultats assez stables et fiables, je suis allé présenter ça à Julien Mouzet, qui aujourd'hui est mon associé et qui en fait a toujours été un mentor à chaque étape de ma vie, qui m'a apporté de la ressource financière et de la compétence, de la connaissance. Il est plus âgé que moi, il a beaucoup plus d'expérience, notamment au niveau de la gestion des émotions et le management de l'argent. Du coup, c'est ce qui m'a permis de financer les 2 ans et demi restants de ma scolarité. Et fort de cette expérience, donc l'algo n'avait pas été fait pour être commercialisé ou pour être mis à disposition des parieurs. D'accord. C'était ton mémoire de fin d'études, C'était même pas mon mémoire, c'était un projet annexe, c'était un besoin en fait. Je me devais de trouver et de financer mon quotidien, mon train de vie. D'accord. Puis c'était plutôt cool, j'ai préféré ça qu'aller travailler à McDo, même si je l'ai aussi fait. Fort de cette expérience, donc en 2019, on s'est dit pourquoi pas mettre l'outil à disposition de tous les parieurs, étant donné qu'il y a un chiffre clé en France qui est que 5% des parieurs parviennent à gagner de l'argent. Ouais, ça, c'est important de le répéter. Et aussi, tant qu'on y est sur cette partie un peu réglementaire, bien préciser que les jeux et les paris en ligne ou toute forme de pari est réservé à un public majeur. Tout à fait. C'est interdit aux mineurs et même pour les majeurs, il est déconseillé d'entraîner de l'argent qu'on est incapable de perdre, quoi. Ça reste du loisir. C'est censé rester un jeu de hasard. Bien sûr. Initialement. Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que vous avez levé des fonds ? Est-ce que c'est une question que vous regardez ou pas du tout ? Clairement. Alors, la société a été constituée en février 2020. D'accord. Et à ce même moment, on a fait un petit pré-seed, une petite levée. Ce n'était pas tellement pour l'aspect financier, c'était surtout pour faire entrer des personnes avec de la compétence dans notre cerveau collectif.
Donc il y a 3 personnes. On en reparlera à la fin de Gary Hansens, mais qui est le CEO et fondateur d'Alltricks, peut-être que tu connais. Ouais. Donc il y a une vraie expertise et beaucoup plus d'expérience, encore une fois. Il y a Maximilien You, qui est l'ancien directeur commercial stratégie et développement d'RMC Sport. Okay. Tu as Julien Galland, qui est un agent de sportif. Donc c'est vraiment créer une équipe. Et en plus de ça, ils ont apporté un peu de finances pour qu'on puisse créer un produit solide au début. Aujourd'hui, donc ça fait un an et demi, on va dire, que cette levée a été terminée. Et là, on enchaîne, on est en train de finir un seed, toujours avec des personnes bienveillantes et avec qui on a une très bonne relation humaine. Donc il y a toujours ce Maximilien qui a créé un fonds et qui, Maximilien You, que je remercie encore, qui prend part à l'aventure encore un peu plus. Donc on devrait finir le seed d'ici quelques semaines. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes uniquement focalisé sur le foot. Je crois savoir que tu es fan de tennis aussi. Est-ce qu'il y a une idée de développer sur d'autres sports? Et pourquoi le foot? Alors, tu vises dans le mille. Le foot, déjà, parce que c'était ma passion initiale. C'est vrai que j'aime aussi le tennis, mais 80% des paris sont des paris liés au football. D'accord. En France, en Europe? En France, en Amérique. On n'a pas les stades de toute l'Europe parce qu'il n'y a pas une autorité qui régule et qui crée de la transparence sur tout ça. Mais en France, c'est le cas. Et aujourd'hui, on s'adresse au marché français. Donc, le foot, c'est le seul sport qui est traité par l'algo aujourd'hui. Mais on vise à s'étendre au tennis dans un premier temps et au basket ensuite. Okay. Et pour ça, on a recruté un ingénieur en intelligence artificielle il y a de ça 4 mois et demi maintenant, qui s'appelle Johan, qui, dans un premier temps, optimise les performances de l'algo football et qui, là, s'attaque au tennis. D'accord. Et tout ce qui est basket, je suppose, ça va être avant tout NBA ou Pro A ou... En fait, la compétition, une fois que tu as le modèle de machine learning et que tu es arrivé à vérifier la propreté des données... J'ai entendu un petit bruit. Je vais expliquer ça. J'ai oublié pour les auditeurs. L'idée du podcast, c'est qu'on est quand même dans le milieu de la finance. Il y a beaucoup d'anglicismes. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous entendez un anglicisme, vous entendez un petit bruit. Je ne sais pas si Aldric peut le remettre. Voilà, ce petit bruit fait que tu as perdu 1 euro et qu'on va cumuler lors de la saison de 12 épisodes une somme et on va faire gagner un auditeur qui va pouvoir choisir l'association à qui il souhaite qu'on reverse cette somme. Mais on va corser le tout. Attention, c'est que tu as le droit d'utiliser des anglicismes comme verbe, comme googler, stalker ou spoiler et bien d'autres, à condition que tu n'utilises pas à chaque fois le premier groupe, mais que tu arrives à utiliser le deuxième et troisième groupe. Voilà. Clairement, comme googloir, spoiler. Voilà. Donc, c'est l'explication pourquoi il y a eu une petite somme. Je te laisse reprendre. Merci pour l'explication. Je te disais qu'une fois qu'en fait, on a trouvé le modèle de machine learning, qu'on a vérifié la propreté des données, qu'on est arrivé à automatiser toute l'acquisition de ces données-là, c'est pas compliqué de dupliquer sur différentes compétitions. Donc, en l'occurrence, une fois qu'on aura l'algo, tu parlais du basket, sur la NBA, on pourra l'appliquer au championnat espagnol, à la Pro A française. Ça, c'est pas un problème, finalement. Même pour des championnats et des compétitions de niche, donc je dis n'importe quoi, la 2e division de République tchèque, à partir du moment où on a la donnée, c'est pas un problème pour l'ingé de faire tourner l'algo et de fournir des prédictions. On va parler un peu plus tard de comment tu as construit cet algo. Mais moi, ce que je voudrais un petit peu dire aux auditeurs, l'idée, c'est aussi de relier un petit peu tout ça avec un phénomène qu'on voit aujourd'hui. Moi, je le vois chez des jeunes prospects que je reçois ou même des tweetos que je vois s'exciter sur certaines classes d'actifs, notamment les cryptos ou la tech, et qui, aujourd'hui, on parle de gamification de l'épargne, avec des boîtes comme Robinhood qui ont recruté énormément dans le gambling. Allez, 1 euro, normalement, si Aldric est... Voilà. Chacun son tour. Exactement. Et donc, ces sociétés-là ont joué un petit peu sur cette tendance à vouloir capter donc soit un parieur, soit un investisseur qui recherche de l'adrénaline et de la volatilité. Donc voilà, donc c'était voir si toi, on voit notamment à travers des séries sur Netflix ou même des données précises, qu'il y a eu un arrêt un petit peu des paris sportifs du fait du Covid, par manque de possibilités d'événements sportifs sur lesquels parier, et qui sont tout de suite basculés vers le poker, vers les cryptos et la bourse. Est-ce que toi, tu as eu un petit peu ce phénomène de voir des parieurs partir et pourquoi pas revenir ? Oui, tout à fait.
Des parieurs sont restés pendant le Covid. Il faut savoir qu'il y a un championnat au monde qui continuait, c'était le championnat biélorusse. Et là, les gens se disent, tant pis, je suis tellement accro que je suis capable d'aller mettre un peu d'argent sur la Biélorussie. Il y a cette catégorie de personnes-là, mais il y a deux typologies de parieurs. Il y a celui qui est pas accro, on va dire, mais qui aime tellement ça qu'il veut regarder un match biélorusse et parier dessus pour vibrer et toujours être stimulé par cet appât du gain. Mais tu as aussi le parieur plus aguerri, plus réfléchi, celui qui approche ça comme un investissement, on va dire. Qui sait que les championnats de niche, on y reviendra peut-être après, mais sont plus rentables. Et le championnat biélorusse, en l'occurrence, c'est un des championnats les plus rentables, en tout cas sur l'algo. C'est le 3e championnat le plus rentable. Donc on a eu de la chance que ce soit le championnat qui soit resté pendant la première session Covid. Mais pour répondre au début de ta question, excuse-moi, je m'en suis un peu éloigné, mais en effet, il y a beaucoup de parieurs qui sont partis, qui sont rabattus sur le poker notamment. Tu parlais de la crypto, j'ai pas les chiffres, mais j'imagine qu'il y a eu un pic énorme. On y revient, mais l'ANJ, qui est l'autorité qui régule les jeux d'argent en France, fait des rapports chaque année, et en effet, le poker a explosé en 2020, alors qu'il n'était plus tellement en croissance depuis des années. Ouais, c'était devenu un peu ringard, mais moi j'ai connu ça étudiant, c'était le pic des Bruel, des Winamax. Exactement, Bruel a mis ça au goût du jour, les médias s'y sont intéressés. À l'époque, tu rentrais en école d'ingé, en école de commerce, tu avais la mallette avec les jetons au nom de l'école et tout le monde était... Ouais, ça a été très tendance, ça l'était moins il y a quelques années, et avec le Covid, j'ai peur que ce soit éphémère, mais ça a récolté de l'appétence à nouveau et les gens s'y sont rués. Donc, il y a quand même cet aspect de jeu qui séduit beaucoup de parieurs aujourd'hui et qu'ils arrivent à retrouver dans différents secteurs, quoi. Oui, et pour bien faire comprendre aux auditeurs, on est d'accord que toi, tu n'es pas, comment dire, dans un système de pari plaisir. C'est pas le but. Le but, c'est créer de la donnée, avoir un rapport un peu plus scientifique, un peu plus rationnel sur comment optimiser un pari et donc quitter le côté irrationnel qu'on peut avoir un peu du supporterisme, qui nous font faire n'importe quoi. Je suis bien placé pour le savoir. Et qu'aujourd'hui, limite, tu vas nous conseiller de ne pas parier sur son équipe de cœur parce qu'on a le plus d'affect. Et donc, on fait souvent des conneries. Ouais, exactement. Je pense qu'on peut faire pas mal de parallèles, notamment avec le trading. Il y en a qui parient au bruit du marché, avec les émotions, avec ce qu'ils entendent. C'est pareil dans le milieu du pari sportif. Le pire ennemi du parieur, c'est ses émotions. Et pour vraiment éloigner ses émotions, le mieux, c'est d'avoir une approche purement mathématique et chiffrée. Et pour ça, l'algorithmie, donc nous, ce qu'on propose, il n'y a aucune analyse humaine dedans, aucune expertise. C'est vraiment un robot, une machine qui vient traiter de la donnée et qui te l'expose noir sur blanc. Alors, ça peut effrayer comme ça, mais on s'adresse aussi à des parieurs débutants, on s'adresse à des parieurs aguerris, des traders, toutes sortes de niveaux. Mais les parieurs débutants, on essaie quand même de rendre ça assez léger, très compréhensible, de manière à ce que tout le monde puisse finalement s'y retrouver et optimiser leurs chances de réussite. Mais tu fais bien de dire qu'il n'y a aucune émotion là-dedans, il n'y a pas d'humain. D'accord. Donc, on peut clairement faire un lien entre le trading, mais en revanche, parfois, dans l'investissement en bourse, on va conseiller quelqu'un qui, je sais pas, bosse dans dans le luxe, donc qui va avoir plus d'informations pour pouvoir aller chercher des sociétés dans ce domaine-là. Il va connaître un peu les flops qu'ont fait certaines boîtes, les super investissements qu'ont fait d'autres. Donc toi, à l'inverse, tu dis... Même si ça fait 20 ans ou 25 ans que vous suivez le foot, que vous pensez avoir une expertise, au passage, on est tous le footix de quelqu'un, mais toi, tu dirais à l'inverse, partons sur des championnats exotiques. Tu parlais de l'Estonie, de la Biélorussie, parce que là, il y a peut-être moins de volume, donc des datas plus, je ne sais pas si saine est le bon terme, mais plus claires du moins, qui te permettent d'avoir un raisonnement purement mathématique et d'aller optimiser ton pari. C'est bien ça ? Oui, effectivement. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Déjà, les bookmakers, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les plateformes qui prennent les paris. Donc, pour en citer Unibet, Winamax, la FDJ, Paris On Sport, tout ça, maîtrisent beaucoup plus les grandes compétitions parce que c'est là où il y a le plus grand flux de mise. Quitte à délaisser un peu humainement et en termes de technologie, les petites compétitions. Donc, tu l'as dit, l'Estonie, la Biélorussie, c'est pas sexy. C'est pas là où le parieur fou, on va dire, va aller s'amuser à parier parce que ça va pas le faire vibrer, il va pas regarder le match. Donc c'est là où il y a le plus de potentiel. Autre chose, au début de ta question, tu disais, pour les parieurs qui ont 20 ans d'expérience,
Pas en Paris, dans le domaine qui est là le foot, mais ça pourrait être le basket, plus tard le tennis. C'est totalement, en fait, c'est pas incompatible l'approche algorithmique et rationnelle des mathématiques, tout ça, avec un ajout d'analyse humaine et d'une expertise. Le tout, c'est de ne pas aller à contresens de l'algorithme, d'avoir une stratégie long terme. Hormis si ton objectif, c'est de faire x10 en une semaine, tu peux tester, mais tu as de grandes chances de t'exposer. Le tout, c'est d'avoir une stratégie vraiment rationnelle et de ne pas se faire perturber par ses émotions, quoi. Mais ça n'empêche pas d'avoir une analyse supplémentaire qui est purement humaine et liée vraiment à sa connaissance, quoi. D'accord. Et si on rentre un petit peu dans la technique sans être trop complexe, dans l'élaboration de cet algorithme, tu parles un petit peu de biais peut-être parfois cognitifs, mais qu'à l'humain, mais est-ce que quand tu le crées, comme c'est quand même un humain qui crée, qui trie les données, qui choisit quelles données mettre en avant, peut-être pondérer d'autres, est-ce qu'au final, tu mets pas également de l'affect juste en créant l'algorithme? En fait, si, clairement. Au début, lors des périodes de test, donc on fait plein de backtests pour vérifier les performances de l'algorithme et pour tester certaines pondérations, certains paramètres. Là, c'est purement de l'intuition, en fait. Est-ce qu'on prend en compte l'état de forme sur les 5 matchs ou alors on donne une plus grande pondération sur les 7 derniers matchs, les 12 derniers matchs? Tout ça, c'est de l'humain, finalement. Mais après, c'est la machine qui vient back-tester tout ça. Et en sortie, ce sont des chiffres qui nous sont exposés. Et ces chiffres-là sont, pour le coup, pas liés à l'humain. Donc, l'humain vient dompter la machine, on va dire, la nourrir. Mais après, la machine fait son travail. Et il est possible d'optimiser les rendements de la machine grâce à un humain. Mais hormis durant ces périodes de test, une fois que la machine tourne, l'humain n'a plus rien à faire dedans. D'accord. Si on reprend le foot en lui-même, on va avoir je sais pas si c'est des prénotions ou même des préjugés. Bastia là, revient en Ligue 2. J'ai connu le foot des années 90 où c'était la bataille allait gagner à Furiani. Est-ce qu'aujourd'hui, je me dis que ils sont descendus pour des raisons administratives, mais sportivement, c'est qu'ils ont dû perdre des matchs à domicile et pourtant, dans l'inconscient des gens, on ne va pas parier quand c'est à Furiani, on ne va pas parier contre Bastia à domicile. Alors que statistiquement, s'ils ont descendu, c'est qu'ils ont perdu des matchs. Là, tu es juste en train d'illustrer tout ce qu'on dit, où en fait, l'humain peut se tromper parce que c'est comme il y a plein d'exemples. Marseille-Bordeaux, Marseille qui n'a pas gagné à Bordeaux depuis peut-être 19 ans maintenant. Ouais. Ou avant cette saison-là, ça faisait peut-être 18 ans. Le 3/4 des hommes pensent que Marseille est complètement supérieur à Bordeaux depuis des années et qu'ils vont aller gagner là-bas quoi qu'il arrive. Quand ça fait 19 ans qu'ils n'ont pas gagné, il y a peut-être, en termes de rationalité, peut-être pas aller parier Marseille qui gagne par plus de 3 buts à Bordeaux, quoi. Oui, mais à l'inverse, est-ce que en pure mathématique, est-ce que tu te rapproches pas au fil des ans du moment où... De la variance et du fait que Marseille va gagner 15 matchs d'affilée à Bordeaux. Pas forcément 15 matchs, mais au moins essayer d'en gagner un. Tu vois, mais c'est aussi un biais qui va faire que tu vas te tromper parce qu'ils vont sûrement peut-être perdre, parce qu'il y a sûrement des choses qui expliquent ça, de la pression, que les journalistes leur rabâchent une semaine en amont qu'ils n'ont pas gagné, et voilà, donc ils ont le pied qui tremble et que c'est plus compliqué. Mais c'est cette idée encore, et ça illustre parfaitement, de se dire, au lieu de se prendre la tête sur tout ça, autant aller parier sur un championnat que je connais ni d'Ève ni d'Adam, ou peut-être même un sport, du curling ou je sais pas quoi, du badminton, et jouer des sports en fait qui au final j'ai zéro affect, et se protéger de ça. Ouais, clairement. En fait, ça dépend juste, il faut être juste au clair, je pense, avec ses objectifs. Est-ce que ton objectif c'est de vibrer? C'est aussi autorisé dans le pari sportif. Là, c'est pas vraiment la discussion qu'on a, mais si ton objectif c'est de vibrer, va parier sur PSG Lille, qui sera beaucoup plus sexy, encore une fois, qu'un match de badminton. On n'a rien contre le badminton, mais ça fait moins vibrer. Mais en effet, pour se détacher des émotions, le plus simple est d'aller parier sur des clubs ou des joueurs que tu ne connais pas, dans lesquels tu n'es pas gavé d'informations par les médias, que ce soit des informations officielles ou non officielles, peu importe. Mais c'est vrai que pour se détacher de cet aspect-là et approcher le pari sportif comme un investissement, il vaut mieux aller chercher des marchés nichés. Et je pense que c'est le même cas dans la finance, en fait. Oui, après, l'idée, c'est d'avoir ta data, et dans les marchés nichés, que ce soit en finance ou je pense sur les paris sportifs, c'est aussi d'avoir suffisamment de data qui te permettent d'avoir une analyse objective. Exactement. Parce qu'il y a
plein de marchés. Aujourd'hui, on voit l'essor du private equity et même des crypto-monnaies qui sont, à mon sens, liées aussi à un fait de storytelling. Et le storytelling est plus facile quand tu n'as pas de data ou de moins de data. Donc, effectivement, tu peux faire croire à... Je ne sais pas, je ne connais même pas le nom des équipes. Tallinn doit avoir un club, je pense. Flora Tallinn. Je ne sais pas si c'est eux qui dominent le championnat, mais tu peux très bien m'expliquer d'aller mettre 10 balles parce qu'ils sont incroyables. Et moi, comme je n'ai pas l'info, je vais le faire bêtement. Donc, voilà. Mais une question me vient à l'idée sur est-ce qu'il y a eu des phénomènes un petit peu où vous avez bossé et pas de chance. Il y a eu un aléa qui fait que ce que vous aviez pris comme data s'est retrouvé pas forcément validé. Je pense notamment, on en discutait avant l'épisode de Benzema, quand tu as vu le Didier Deschamps, donc du coup le sélectionner, est-ce que vous vous êtes dit « Ah mince, on doit refaire tous les calculs parce qu'on n'avait pas pris en compte cette donnée-là » et statistiquement, donc on en pense qu'on veut hein, de l'homme et le joueur en tout cas, c'était un très grand joueur, un très grand attaquant. Merveilleux. Voilà. En revanche, dans les stats, on a vu que ça faisait, je crois, 1200 minutes, ou je dis peut-être une bêtise, qu'il n'avait pas marqué en équipe de France. Tu as un autre attaquant qui ne marque pas, mais en attendant, on est champion du monde. Donc peut-être que dans la tactique globale, il a son rôle. Donc comment vous avez analysé cette data qui, vous n'aviez pas prévu ça, quoi, je suppose. On ne l'avait pas prévu, et je pense que 99% des Français ne l'avaient pas prévu non plus. En fait, l'Euro, les formats comme l'Euro, la Coupe du Monde, sont des formats très particuliers. Il y a très peu de répétitions dans le passé. La France ne joue pas toutes les semaines contre l'Ukraine, donc en termes de données, c'est quand même peu propre. Ouais. Aujourd'hui, l'algo se basait majoritairement sur des données qui sont liées aux équipes. Les joueurs avaient une très faible pondération. Donc pour pouvoir appliquer l'algo à l'Euro, il a fallu revoir un peu tout le système de machine learning. Je vais entendre le bruit. Il a fallu revoir tout ça. Et en effet, aujourd'hui, on pondère vraiment l'importance d'un joueur, son impact sur le jeu. Mais en l'occurrence, là, pour reprendre le cas Benzema, ce ne sera pas que son impact en équipe de France. Il y aura son impact au Real Madrid, où on va récupérer de la data de ses matchs en club, en plus de ses matchs internationaux qui remontent quand même à 2015, je crois, maintenant. D'accord. Donc forcément, il a fallu revoir plein de choses. Il y a quand même cette beauté du football qui fait qu'on ne peut pas tout pondérer. Il y a plein d'impondérables, plein d'imprévus. Mais pour appliquer l'algo à des compétitions comme ça, qui sont des one-shot avec très peu de régularité, il a fallu revoir le système, clairement. Et on en revient un petit peu à ce qu'on disait, c'est que tu as quand même mis, quand tu dis que vous avez pris ces perfs au Real Madrid, ça veut dire que ça, c'est un choix humain d'avoir pris les perfs ou pas. Donc, au final, dans l'algo, on retrouve aussi peut-être des biais cognitifs liés à votre perception, et je pense que ça a été tranché entre associés. En fait, c'est les chiffres qui ont tranché. On l'a testé dans un premier temps. L'algo, on a fait du test sur des répétitions passées avec des datas liées aux équipes internationales seulement, où il y avait quand même peu de data, encore une fois, on le répète. Et après, on a pris en considération les données de Benzema en club au Real Madrid. Et il s'avère que les résultats étaient meilleurs, la précision était bien meilleure lorsqu'on prenait de la data plus fournie, même si on remontait loin dans le temps et qu'on prenait de la donnée qui n'était pas liée à l'équipe dans laquelle il va jouer aujourd'hui, sachant que l'équipe de France de 2015 ne ressemble pas du tout à l'équipe de France d'aujourd'hui. Peut-être tant mieux. Mais oui, il a fallu, en fait, comme tu dis, tu as entièrement raison, c'est un humain qui vient mettre certaines données, ensuite la machine le traite, il y a des résultats qui sortent, soit on est satisfait, soit on n'est pas satisfait, et on va tester d'autres choses, mais c'est un humain qui guide la machine au début. Tout à fait. Bien sûr. Et ça, c'est intéressant pour rentrer dans l'épisode sur une partie un peu plus liée à la finance. On a un vrai sujet aujourd'hui, c'est que nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, ça fait quelques années, on nous dit bon, ben, vous êtes fini, c'est une profession qui n'a plus lieu d'être, étant donné qu'on va avec l'intelligence artificielle, on va trouver des robots advisors. Et que, en fait, ce que tu nous dis, au final, l'humain ne sera jamais remplacé parce que c'est celui qui crée l'algo, le robot, pour avoir un petit peu ce conseil dans le cadre de mon métier financier, et toi, sur les paris sportifs. Voilà. Point que je voulais voir avec toi qui est intéressant, c'est plein de thèmes liés à la finance, et notamment quelque chose qui est mon dada, qui est le ratio rendement-risque.
Aujourd'hui, pour te dire, je traîne un petit peu sur des forums, notamment sur les réseaux sociaux, pour donner du conseil gratuit sur différentes classes d'actifs que sont les SCPI, les actions cotées, le private equity. Et ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il y a quelques années, aujourd'hui, les gens voulaient pas investir en bourse. Trop de risques, trop de volatilité, je ne comprends pas. Et comme on disait en début d'épisode, on s'est retrouvé sur une classe d'actifs, les cryptos, il y a énormément de risques et on a totalement oublié ce fondement de la finance qui est le ratio rendement-risque. Et toi, ce que je trouve génial, c'est que tu l'as développé avec ce qu'on appelle dans ton milieu la notion de value bet. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu, du coup, fais ce value bet et, Ça va être dur d'éviter la petite sonnerie sur ce terme-là. Ouais. Et effectivement, j'ai essayé de trouver, mais j'ai pas trouvé. Un pari avantageux, on va faire ça. Voilà, un pari avantageux. Et comment tu arrives à choisir donc le premier critère qui est le rendement, le deuxième critère qui est le risque. Voilà, parce que moi, au final, mon job, donc oui, je réponds à des problématiques des clients qui veulent beaucoup de risques ou très peu de risques, mais au final, beaucoup de gens sont peu avertis et ce que j'essaie de trouver, c'est le meilleur rendement, le meilleur ratio rendement-risque. Donc, créer un pari avantageux, comme on dit dans ta profession. Voilà, peux-tu nous expliquer comment fonctionne tout ça ? Bien sûr. Alors, tu as raison d'insister là-dessus parce que c'est certainement dans le pari sportif, comme dans plein d'autres domaines d'investissement, la notion la plus importante, en fait, le principe de pari avantageux. Pour t'expliquer comment on définit si un pari est avantageux ou non, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. L'algorithme, lui, en sortie, donne une probabilité. Donc, partons sur 50% de probabilité. D'accord ? Le bookmaker, donc la plateforme de paris en ligne, lui, établit une cote. Admettons que la cote est à 1,5. Okay ? Si on te dit que Paris a 50% de chance... 1,5 pour les personnes qui ne sont pas familiers, c'est que tu paries 10 €, tu en gagnes 5. 5 de bénéfices, tout à fait. Ok. Si le PSG a 50% de chance de gagner contre Reims et que la cote est à 1,5, ce n'est pas un pari avantageux. Tout simplement parce que la cote devrait être à 2 minimum pour être au break-even. Et donc, nous, l'algorithme ne considère pas du tout les cotes définies par les bookmakers et l'algorithme établit sa propre cote en fonction de cette probabilité. Le calcul est très simple, c'est 100 divisé par la probabilité, ça te donne une cote. Si la cote du bookmaker est supérieure à cette cote-là, alors c'est un pari avantageux et il est intéressant de parier dessus. Ensuite, bien sûr, dans l'analyse, on peut aller encore plus loin. Il y a des compétitions où certaines fourchettes de cotes, certaines fourchettes de paris avantageux sont plus intéressantes à jouer que d'autres. Des probabilités où ça performe plus, où le retour sur investissement est plus élevé. Mais ce principe de pari avantageux, c'est la base de tout. Et c'est ce que je pense beaucoup de parieurs ignorent, quoi. Aujourd'hui, une cote à 1,5 ou à 1,2, par exemple, une cote à 1,2 pour le PSG, ça peut être quelque chose de très avantageux si la probabilité est de 90%. Mais ce n'est pas le cas si la probabilité est de 50%. Alors que c'est la même équipe, peut-être une équipe en face qui peut être similaire, mais de par les données traitées, ça devient un pari avantageux ou pas. D'accord. Et il faut préciser également pour nos investisseurs qu'on ne parie que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. C'est la même chose, on investit sur les cryptos ou en bourse que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Pour rester toujours dans cette notion, ce lien entre finance, investissement et paris sportif, la question que je me pose, il y a une autre notion fondamentale, c'est on va dire l'épargne ou le versement programmé, ou en anglais, là, j'offre volontiers 1 €, le dollar cost averaging, qui est, en fait, j'ai, on va dire, 1 200 €, donc je pourrais mettre 100 € de paris ou en bourse ou sur des cryptos par mois, ou est-ce qu'il faut mieux que j'investisse de manière lissée pour un petit peu créer une moyenne par rapport à ma rentrée sur le marché, ou à l'inverse, toi tu conseillerais de parier parce qu'on a ce qu'on appelle bankroll, je crois. Tout à fait, le capital dédié au sportif. Et du coup, et ça c'est important parce qu'en fait on va avoir du coup ce capital pour l'investissement et l'épargne, et j'ai un peu dire, est-ce qu'on ne raisonnerait pas pour un conseiller en gestion de patrimoine sur du global et tu aurais un pourcentage donc, de capital
dont un qui serait peut-être, je ne sais pas, de 3, 4, 5% réservé au pari. Voilà. Ou ce qu'on appelle les classes d'actifs un peu alternatives. Voilà. Sur la gestion, dis-nous ce que tu as à nous dire sur la gestion des bankrolls. Je pense que tu as dit beaucoup de choses et tu as presque tout dit. En fait, il y a ce qu'on appelle donc le portefeuille, la bankroll. Tu peux me remettre la sonnerie si tu veux. Ce portefeuille-là, on doit à chaque pari ou à chaque stratégie allouer un certain pourcentage de ce portefeuille-là. Il y a des gamblers, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait au début, il faut être en accord avec ses objectifs. Si ton objectif, c'est de faire x10 sur une soirée, forcément, tu vas mettre 80% de ta bankroll et tu risques de tout perdre en moins d'une heure. Par contre, si tu approches ça sur le long terme, parce que quand même les paris sportifs, il n'y a pas de recette miracle, ce qu'on vend, nous, ce n'est pas une boule de cristal, c'est vraiment un outil d'aide à la décision, il est préférable d'avoir une gestion de bankroll vraiment minutieuse. Et dans tes domaines d'investissement, j'imagine que c'est la même chose. Ouais, de programmer son investissement, d'avoir un pourcentage le pourcentage sera plus élevé, plus ta classe d'actifs et ton fameux ratio rendement-risque est intéressant, et plus tu vas aller chercher du risque de la volatilité, plus ton pourcentage de bankroll va baisser, normalement dans ton épargne. Donc toi, tu nous dis qu'il faut mieux diversifier ses paris. Aujourd'hui, mettons, cette semaine, je peux me permettre dans ma bankroll d'investir 100. Donc tu nous dis plutôt de parier 10 € sur 10 paris différents. Je dirais de multiplier ses paris au plus possible, plutôt que de mettre des gros one-shot et des grosses mises sur un pari, parce qu'on a entendu parce qu'on a une intuition. Il y a quand même une règle dans le pari sportif, c'est de ne pas allouer plus de 3% de son portefeuille sur un pari. 3%. Donc si tu as 100 €, si tu as 100 €, on va l'illustrer, ce sera peut-être plus simple. Si tu as 100 €, tu ne mets pas plus de 3 € sur un pari. Okay. À partir du moment où tu dépasses ça, tu cherches vraiment, comme tu disais, la volatilité, et ça devient de l'amusement en fait. Le pari doit être approché sur long terme, et pour ça, la gestion de bankroll, c'est la base. Et en effet, en fonction du rapport gain-risque que tu as, tu peux te permettre d'allouer un peu plus, tu peux te permettre de te rapprocher de 3%. Si ta cote est très élevée, donc ta probabilité est assez basse, il vaut mieux se rapprocher des 0,5%. En fait, c'est un exemple tout bateau que je donne, mais c'est diverses stratégies. Il faut juste être cohérent au niveau de ta mise en fonction de la probabilité et donc de ton espérance de gain. Oui, et par rapport à la gestion bankroll, c'est un peu ce que fait un banquier au final, en limitant les taux d'endettement sur un projet immobilier par rapport à tes revenus. Est-ce qu'aujourd'hui, je connaissais l'ancien nom qui est l'Argel, je crois que ça a changé de nom. Ça s'appelle l'ANJ maintenant. L'ANJ, est-ce que eux, ils limitent, ou du moins ils préconisent par rapport à des revenus, un pourcentage, ou pas du tout, comme les banques préconisent 35% d'endettement, quoi. De ne pas aller par rapport à mettons, je gagne 2 000 € par mois, je peux aller jusqu'à... L'ANJ sont libres de te limiter quand ils le veulent. Donc si il y a trop de gains, tu peux être limité en termes de mise. Il faut savoir que sur un pari, déjà à la base, tu ne peux pas parier la somme que tu veux, parce que ça dépend des volumes de mise qu'il y a sur ce pari. Tu imagines bien que tu pourras miser plus sur un PSG-OM que sur un match de Détroit suédoise, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de volume de mise. Et donc, c'est comme dans le trading, si tu investis beaucoup sur une cote, ton impact va être énorme sur cette cote-là, et le marché en paiera les frais. Et eux ne seraient plus dans la maîtrise du coup de cette fluctuation de cote. Donc oui, tu peux être limité, soit par choix de l'ANJ, mais tu es limité à la base déjà au niveau de la somme que tu investis. En tout cas, on parle du pari en France ici. Ouais, d'accord. Dernier point sur la finance, moi c'est aussi l'un de mes dadas, c'est les intérêts composés. Et c'est la puissance en termes de création de capital des intérêts composés. Donc, simplement pour expliquer, vous prenez un indice, notamment le CAC 40, on nous explique qu'il a dépassé les 6500 points, pic le plus élevé depuis les 20 dernières années. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas réinvesti le dividende. Il y a une note qu'on peut trouver sur Bourseau ou n'importe quel site, c'est la valeur du CAC 40, dividende réinvesti. Donc j'ai une action qui me donne un produit qui est le dividende, et avec ce produit, soit je peux m'acheter une action, soit j'attends d'avoir suffisamment pour m'acheter une action, et qui va donner des petits,
et ça va faire un effet boule de neige. Je crois savoir, dans ton milieu, c'est ce qu'on appelle la montante. Tout à fait. Et moi, aujourd'hui, c'est peut-être mon côté gestionnaire de patrimoine, cigale, prendre peu de risques, qui fait que je ne suis pas un parieur et que je connais mon côté un peu impulsif et supporter, que je ferais n'importe quoi. Donc, et le seul truc qui pourrait me tenter, c'est peut-être de me dire, OK, on joue les intérêts composés. Je prends une petite cote qui est sûre de faire, de fonctionner, c'est-à-dire un 10. Et à partir de là, je vais rejouer ma cote au fur et à mesure, peut-être toutes les semaines. Tu réinvestis l'ensemble de tes gains? Exactement. Des gains et plus de la mise. C'est-à-dire que concrètement, j'ai mis 10 euros. Première cote gagnée, j'ai 11 euros. Je remise 11 euros, ainsi de suite. Est-ce que ça, statistiquement, tu vois dans toi les paris que tu vois? Est-ce que c'est une stratégie gagnante? Qui est gagnante clairement en gestion de patrimoine et dans l'épargne par rapport sur les paris sportifs? Je ne sais pas s'il y a une réponse qui sera vraie quoi qu'il arrive. La montante, je pense que c'est un énorme piège dans le pari sportif. D'accord, ok, tu fais bien de me prévenir. Je pense qu'en fait, quand on joue en montante, on est souvent drainé, encore une fois, par l'appât du gain. Ouais. Et puis surtout, trouver des cotes, parce que dans ce que tu me dis, c'est vraiment à chaque fois parier sur une cote similaire pour avoir un gain plus ou moins proportionnel en fonction de ta mise tout le temps. Donc un fameux value bet. Exactement. Et avec le rendement, le risque le moins élevé possible. Ça peut être un exemple. Il y en a qui font des montantes sur des cotes à 2 à chaque fois. Donc, qui ont quand même... Ouais, mais la 2, moi, dans mon avis, tu es déjà sur un degré de risque qui fait que sur le prochain pari, bah, tu risques de perdre la totalité de tes gains. C'est-à-dire que si tu en as fait 10 d'affilée réussis, le 11e peut être fatal parce qu'une cote à 2, c'est par définition volatile. On prenait l'exemple, donc là on va pas être sur du foot, mais parce que le problème du foot, c'est que j'ai l'impression qu'il y a tellement et on l'a vu ces dernières années, notamment en Ligue des Champions, des retournements de situation de dingue. On parlait avant l'épisode de Nadal, comme c'est Roland Garros, de Nadal sur terre battue. Aujourd'hui, est-ce que tu peux faire une montante sur des paris, entre guillemets, et on va le redire, on ne parie que l'argent qu'on peut perdre. C'est pas parce que Nadal est un monstre sur terre battue qu'il peut pas avoir une entorse, une gastro, le Covid, voilà. Pour reprendre ton exemple de Nadal, qui est très juste, c'est un monstre, c'est le dieu de la terre battue. Aujourd'hui, quand il joue, sa cote est souvent aux alentours de 1,3. Son dernier match avant-hier a été de 1,03. D'accord. 1,03. Ce qui fait que si tu paries et que tu perds un pari, tu dois en gagner 33 derrière pour te retrouver à ton point de neutralité, quoi. Nadal, il a quand même perdu des dizaines de matchs sur terre battue. Donc, la question que tu dois te poser, c'est à quel moment j'arrête cette montante? À quel moment je décide de sortir? Est-ce que c'est lorsque j'ai gagné 6 fois d'affilée et dans ce cas-là, j'aurais fait 6 fois 1,1? Le truc, c'est quand est-ce que je m'arrête lorsque ça marche? Et pourquoi choisir cette stratégie qui est quand même hyper engageante? Tu remets à chaque fois l'intégralité de tes gains en jeu, alors que tu pourrais en sécuriser au moins la moitié et réinvestir un peu plus à chaque fois. En effet, ce qui serait cohérent avec ta bankroll, finalement, elle augmente, tu en sécurises et tu en réinvestis. Réinvestir l'ensemble de son portefeuille, ou en tout cas de ta bankroll qui est de 10 euros à la base, et plus tes gains, je trouve ça hyper risqué dans le pari sportif, où il y a certainement encore plus d'impondérables que dans d'autres domaines d'investissement qui sont peut-être plus lisses et plus stables, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un intérêt à augmenter, ça c'est encore une question de néophyte, est-ce qu'il y a un intérêt de monter ta bankroll par rapport à cumuler de l'épargne? J'allais dire, comme font certains fonds, notamment les SCPI, de l'appel public à l'épargne, entre potes, pour dire on joue à plusieurs, on a une bankroll beaucoup plus importante. Du coup, on peut se permettre de mettre des tickets à l'unité plus élevée. Est-ce que ça a un sens où au final, il n'y a pas forcément d'intérêt? À part s'embrouiller entre potes parce qu'un avait dit... C'est ce que j'allais dire. Toucher l'argent des autres, c'est toujours... qu'il fallait jouer machin et qu'on l'a pas cru, on lui a dit tu connais rien. Et oui, et puis après, il y a peut-être un concours d'ego de c'est ta faute, c'est pas ma responsabilité. Mais sans parler de ça, je pense que si tu as une stratégie viable et qui marche sur le long terme, alors oui, pourquoi pas aller chercher de la ressource financière derrière, que ce soit tes potes, que ce soit une levée de fonds, peu importe. Mais additionner des cerveaux et un portefeuille pour pouvoir accumuler des compétences humaines et tout ça,
j'y trouverais pas tellement d'avantages à ça. Ok. Petite anecdote, je salue un copain, Benoît, qui se reconnaîtra, qui en termes de paris, c'est ce qui m'a vacciné un petit peu pour la finale 2006. Je crois qu'il avait mis 50 € ou 100 €, donc France-Italie. Il avait parié sur l'Italie en se disant on perd, on n'est pas champion du monde, je prends un petit billet, je perds mon argent, mais je vais faire la fête, on est champion du monde, c'est génial. Et en fait, la France a perdu au pénalty, donc la France n'a pas été champion du monde, et surtout, match nul, il a perdu son oseille. Donc il a tout perdu. Exactement. Voilà la petite, pour finir un petit peu ce podcast et montrer qu'effectivement, on insiste, on fait attention, bankroll, on la gère, et ça, pour un peu synthétiser l'épisode, c'est le nerf de la guerre, pardon. On regarde effectivement les value bets. Tout à fait. On a une approche rationnelle du rapport gain-risque, comme tu le disais. Ok. Parlons frais. Combien coûte du coup et quelle est ton offre sur l'algo? Alors, l'algo, le but, c'est de s'adresser à un large panel de parieurs, autant des parieurs débutants qu'aguerris. Donc, on a essayé de faire un prix très bas qui est à 7,99 € par mois, en sachant qu'il y a une semaine d'essai offerte, sans engagement. Ok. Et tous nos abonnements sont résiliables à tout moment. C'est une application mobile, donc disponible sur les stores. Et tous les paiements et les abonnements sont gérés par Apple et Google. Donc, je préfère dire ça parce que dans le pari sportif, il y a eu énormément d'acteurs qui ont pollué le marché via de l'escroquerie. Ouais. Donc, je préfère être transparent sur ça. Et sur ça, je crois que vous en parliez justement. Allez écouter ton passage sur l'afterfoot, où vous parlez un petit peu de ces gens-là, notamment avec Hervex, c'est ça? Avec Hervex et Daniel Riolo, tout ça. Ouais, qui a écrit un bouquin un petit peu sur les paris sportifs, qu'il faut faire, pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, faire attention qui c'est qu'on regarde et est-ce qu'il y a une légitimité aux gens, est-ce qu'ils ne sont pas rémunérés derrière pour vendre ces paris-là. Tout à fait. Ok, mais super, je pense qu'on a fait le tour. Il y a une tradition qui est de nous proposer une recommandation de ce qui te plaît, peu importe, du moment que c'est pas pro. Qu'est-ce que tu peux nous recommander? Je ne sais pas si ce serait une recommandation sur un produit, un service ou quoi, mais ce serait plus une personne ou du coup... Ok, super. J'en parlais en début de podcast et j'ai dit qu'on y reviendra après. Gary Hansen, qui est un de nos actionnaires et qu'on a la chance d'avoir donc dans notre board et dans notre cerveau collectif, qui est un peu un modèle pour moi, de par l'histoire qu'il a eue. Il faut savoir que, donc, je ne sais pas si tu connais Alltrix, sa boîte, qui est de la vente de pièces détachées sur Internet. Il faut savoir que lui a commencé, suite à un accident de vélo, dans sa chambre d'hôpital, sur son lit d'hôpital, à créer une petite plateforme avec les moyens du bord pour satisfaire son besoin et un problème qui était donc global et qui aujourd'hui connaît une réussite énorme. Il faut savoir qu'il a fait rentrer Decathlon à son capital, Decathlon qui est une entreprise familiale. Donc la façon dont il a géré sa boîte avec des personnes avec qui il avait une relation humaine extraordinaire, tout ça, je suis complètement admiratif de ça. Donc je ne sais pas si on peut dire que c'est une recommandation ou alors je peux recommander sa boîte qui est énorme où vraiment le client est au centre du business model j'ai pas entendu la sonnerie, mais ça, tant mieux. Je suis vraiment admiratif de la façon dont il a géré sa boîte et dont il est arrivé à ce succès de manière très saine et bienveillante, quoi. Ok, mais super. On va aller voir un petit peu sa société. Moi, ma recommandation du jour porte sur la pasquinade.fr, qui est un site fondé par donc un humoriste, Haroun. Je ne sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est un site qui regroupe un petit peu plein de passages de stand-up. Et tu peux donc voir, il y a du Kian Kojandi, Christine Bérou, Haroun, entre autres, Naïm, plein de gens connus dans le milieu du stand-up. C'est hyper sympa, parce que moi, du coup, je bosse tout seul, et ils ont animé quelques post-déj, et que, effectivement, un petit passage de 10 à 15-20 minutes, si vous voulez doubler, c'est hyper sympa. Vous pouvez les aider parce que c'est des gens qui ont pas mal galéré avec le Covid. Voilà, vous pouvez mettre 2, 3, 4, 5, ce que vous voulez en euros pour gratifier un petit peu ce passage. Donc n'hésitez pas à aller voir la pasquinade.fr. Merci pour ça, voilà. J'irai voir ça. Où c'est si des gens veulent te contacter, c'est quoi? LinkedIn, t'as l'algo de Polo, le site internet, où on trouve toutes les infos? Alors sur le site, il y a tous nos canaux, quelle erreur, tous nos canaux de
communication, donc Telegram, WhatsApp. On est joignable un peu partout et vraiment, on essaie de... Instagram, on ajoute Instagram l'algo aussi, sur... tout à fait. Sur LinkedIn, on est présent également. Et avec plaisir pour avoir des nouveaux contacts parce que c'est vraiment ça qui fait qu'on avance dans telle ou telle direction en termes de produits et de services. Donc, on essaie de capitaliser sur l'utilisateur. Donc, avec plaisir pour avoir des questions ou des retours d'expérience ou toute autre chose. Super. N'hésitez pas du coup à contacter Paul. En tout cas, si vous voulez qu'on discute de votre situation personnelle, quant à moi, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, Johan Tortig, avec grand plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode. À bientôt. Merci Johan. Salut Paul.